Donc, je suis médecin stomatologiste, orthodontiste et également posturologue, ce qui vous montrera, qui vous expliquera certaines choses que vous allez voir passer. Et je souhaite vous parler du traitement proprioceptif de l'apnée-hypopnée du sommeil de l'enfant. Et à la fin de cette présentation, nous pourrons nous demander si l'on peut s'approcher de la guérison. Alors, les problèmes de TROS font partie du syndrome de déficience proprioceptive qui a été décrit dans les années 80 par une équipe portugaise puis par les Français. Et ce syndrome se manifeste également par un déséquilibre postural et par des troubles des apprentissages et notamment tous les 10. Alors, l'orthodontiste fait rarement le diagnostic de TROS alors qu'il est idéalement placé pour le faire, soit parce qu'il ne connaît pas très bien le problème, il a peu de contact avec le milieu médical, il est enfermé dans une routine qui est difficile à changer souvent, et puis il faut dire que traiter des jeunes enfants, et il y a quelques orthodontistes dans la salle, ils en savent quelque chose, nécessite plus de temps et d'investissement personnel, et c'est donc moins rentable. Donc, par contre, l'orthodontiste va faire son boulot, c'est-à-dire qu'il va traiter les problèmes alvéolaires. Alors, supracclusion, infraclusion, endoclusion, vous allez voir des photos qui vont vous montrer ce que ça veut dire, tous ces noms. Proalvéoli supérieur, qui relève d'un déséquilibre entre la pression intrabuccale et la pression, enfin, en dedans de l'arcade dentaire et la pression à l'extérieur de l'arcade dentaire. Ou bien il va traiter aussi un décalage basal. Et ce faisant, il va améliorer les TROS, les problèmes posturaux, les problèmes cognitifs qui relèvent du même déséquilibre, mais souvent un peu comme M. Jourdain, sans s'en rendre compte. Et souvent, sans que les parents s'en rendent compte, parce que beaucoup d'enfants arrivent avec des problèmes assez sévères et ils quittent nos cabinets en allant beaucoup mieux, mais les parents n'ont pas forcément fait la relation entre ce mieux et le traitement orthodontique. Alors voici des exemples de déséquilibre. Alors pour cela, il faut déjà vous parler de l'équilibre normal. L'équilibre normal a été défini entre autres par Château, et c'est ce petit schéma que vous voyez en haut à gauche, qui montre la langue, l'arcade dentaire. Ah voilà. Voilà, excusez-moi. Donc ce schéma vous montre donc l'équilibre qu'il y a entre l'intérieur de l'arcade dentaire, donc, ou la langue, et l'extérieur avec les muscles buccinateurs et l'orbiculaire. Et quand les pressions s'équilibrent, évidemment, l'arcade est bien placée, les dents sont bien alignées, tout le monde est content. Mais il y a souvent des hicks dans cette belle mécanique, notamment en haut à droite, vous avez une endoclusion, c'est-à-dire que les dents de l'arcade inférieure d'un côté mordent à l'intérieur par rapport aux dents du bas, ce qui est le contraire de ce que ça doit être. En bas, à gauche, vous avez une proalvéoli supérieure, c'est-à-dire les dents qui avancent. Et en bas à droite, vous avez une rétroalvéolie inférieure, c'est-à-dire une version palatine des dents supérieures avec une supracclusion, c'est-à-dire que vous ne voyez plus du tout les incisives inférieures. Alors, qu'est-ce que les orthodontistes peuvent faire devant des tableaux pareils ? Alors, on en a déjà parlé et on va en reparler. Le traitement préconise d'augmenter les dimensions de la filière aérienne. Donc, chez l'adulte, on va parler d'avancement mandibulaire. Et chez les enfants, on va utiliser des appareils qui peuvent être fixes ou amovibles. Ici, vous avez une photo de l'appareil de Herbst, qui est sûrement le plus connu. Mais ces appareils modifient l'occlusion et beaucoup d'enfants sont en bout à bout, voire en articulé inversé à la fin de la séquence. Donc, il faut également augmenter la circulation de l'air inspiré
par un appareil d'expansion rapide. C'est la recommandation principale, on en a beaucoup parlé. Donc cet appareil provoque un élargissement du palais et de la structure naso-maxillaire. Malheureusement, il y a des mais, parce que c'est un procédé qui n'est pas très confortable, qui force les dents dans une certaine position et qui gêne la langue. Et en plus, on n'a pas d'études extrêmement précises qui nous montrent une efficacité sur le long terme. On ne sait pas, entre autres, qu'est-ce qu'on aurait observé si on avait laissé libre cours à la croissance. On ne sait pas toujours si l'ancrage était dentaire, et dans ce cas, ça peut être une simple vestibuloversion des dents d'ancrage, ou si l'ancrage était osseux sur des mini-vis. Est-ce qu'on a libéré chirurgicalement la suture? On n'en sait souvent rien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui ont des arcades larges pour ne pas les mettre en articulé inversé extérieur? Donc, il est difficile d'avoir une idée précise sans imagerie CBCT, et que l'on va certainement pas faire à tous nos enfants qui relèvent d'une expansion maxillaire. En 2023, peut-on encore sérieusement penser que les trosses de l'enfant résultent de conditions anatomiques défavorables et se soignent uniquement en changeant la forme, la taille ou la position du complexe maxillofacial? Il faut donc se pencher sur l'origine des trosses, qui sont, comme vous le savez, une interaction neurologique, musculaire et physique aboutissant au collapsus de l'oropharynx. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une diminution de la lumière, mais d'une diminution de la tonicité des muscles de l'oropharynx, éventuellement potentialisée par une augmentation des tissus mous avoisinants en cas d'obésité ou par des particularités anatomiques. Alors, les méthodes classiques que nous venons de voir améliorent les symptômes mais ne les guérissent pas. Et nous allons donc proposer de modifier le tonus des muscles impliqués, c'est-à-dire la langue, les buccinateurs, les orbiculaires, l'oropharynx, et de libérer le carrefour pharyngé en modifiant la position linguale d'une manière pérenne et ainsi s'approcher de la guérison. Et pour cela, il faut faire appel à un sens qu'on appelle la proprioception. Je suis content d'avoir entendu ce terme tout à l'heure. Donc, cette proprioception, c'est un sens premier ou sixième sens, selon les uns et les autres, qui, comme tous les sens, comporte des capteurs, des centres nerveux et des voies de conduction. Les capteurs sont les fuseaux neuromusculaires. Les fuseaux neuromusculaires sont présents dans tous les muscles de l'organisme, avec plus ou moins d'importance. Ils sont très nombreux dans des endroits où on a besoin d'une sensibilité très fine, comme par exemple la pulpe des doigts. Et par contre, ils sont assez peu nombreux dans des endroits comme le pharynx, tiens donc. Et donc, à côté, je vous ai mis le schéma d'un réflexe rotulien classique. Donc, vous voyez qu'on tape, on donne un petit coup de marteau et vous avez une contraction du quadriceps, et avec un message efférent au niveau du neurone sensitif qui arrive au niveau de la corne postérieure de la moelle et qui va relayer au niveau de la corne antérieure avec des neurones moteurs qui vont être facilitateurs ou inhibiteurs, et en fonction des muscles, agonistes et antagonistes, donner un équilibre qu'on appelle le tonus musculaire. Et ce tonus musculaire, c'est quelque chose qui est spécifique à chaque patient. Personne n'a exactement le même tonus musculaire parce que ça dépend aussi des influences cérébrales qui viennent de l'hypothalamus et qui passent par les cordons médulaires. Les centres nerveux se situent au niveau bulbopontique, essentiellement au niveau du trijumeau. Comme vous le savez, le trijumeau a un noyau très très long qui part de la moelle allongée jusqu'au l'hypothalamus et qui est en 3 morceaux. Le noyau spinal, le noyau principal et le noyau mésencéphalique, sans oublier le petit noyau moteur pour les muscles masticateurs. Et enfin, vous avez des voies nerveuses qui empruntent les trajets des nerfs et des cordons médulaires et qui mettent en relation les différents étages médulaires, sus et sous-jacents. Je vous ai mis dans le schéma qui suit
ce que je considère comme l'histoire naturelle des troubles dysproprioceptifs. Alors ça commence en bas à gauche avec une déglutition de type succion. Vous savez sans doute qu'il y a 40% des enfants qui, lors de l'établissement de la denture lactéale, déglutissent toujours comme les bébés, c'est-à-dire en succion. Donc une succion, ça déforme l'arcade et ça va donner forcément un trouble de l'articulé. Ce trouble de l'articulé va donner des influx nociceptifs. Ces influx nociceptifs vont passer par le condyle et la lame bilaminaire, arriver au ganglion sphénopalatin et ensuite arriver au niveau segmentaire, soit au complexe sensitif du 5, soit à son petit noyau moteur. Si elle arrive au niveau du noyau moteur, il y a un relais au niveau moteur qui va donner au niveau des muscles masticateurs une effervescence importante et qui va être très désagréable. Et l'individu, pour se débarrasser de ça, va se mettre à bruxer. Et là, c'est également et c'est l'ATM qui peut prendre et qui peut être atteint, touché. Alors, si on met de côté ce côté moteur segmentaire, on passe au niveau du complexe sensitif, puis à la formation réticulée. Formation réticulée qui reçoit de l'encéphale des boucles limbiques. Donc, il s'agit de notre encéphale primitif, bien sûr. Ça donne des boucles limbiques qui vont être soit inhibitrices, soit facilitatrices en fonction un petit peu de notre humeur, de notre tempérament. Et tout ça, ça va descendre au niveau des cordons médulaires et relayer à chaque étage avec les neurones moteurs au niveau du rachis cervical, au niveau du rachis dorsal, au niveau du rachis lombaire, au niveau des ceintures scapulaires et pelviennes pour donner des asymétries et des déséquilibres. Et donc vous avez des scolioses, des kyphoses, des lordoses, etc., qui accompagnent très souvent les enfants porteurs d'apnée du sommeil. Et on arrive comme ça au pied tampon terminal, qui est le pied, les podologues se sont accaparés le titre de posturologue, mais ne s'intéressent malheureusement qu'aux pieds. Et tout ce qu'il y a au-dessus, pour eux, est inconnu. Donc, ce système qui est peut-être mis en défaut au niveau buccal, je l'ai dit, par la persistance d'une déglutition de type succion, au niveau pharyngé, puisque vous savez bien qu'il y a des altérations structurelles qui sont dues au ronflement et qui peuvent léser la musculomuqueuse du pharynx. Et au niveau cervical, on a le chapitre de tous les traumatismes obstétricaux, les accidents affectant possiblement le rachis cervical. Je reviens une seconde sur les traumatismes obstétricaux qui reviennent à peu près une fois sur deux dans l'interrogatoire de ces jeunes patients que l'on reçoit pour des troses. Au niveau central, une souffrance cérébrale qui peut, de causes multiples, mais qui est surtout par anoxie. Au niveau pulmonaire, et ça peut être mis en défaut aussi par surtout si l'enfant est asthmatique, qui est la principale comorbidité, comme vous le savez, qui aboutit à une respiration superficielle qui fait que le diaphragme ne joue pas son rôle. Normalement, la baisse du tonus pharyngé nocturne doit être compensée par le diaphragme. Si ça ne se fait pas, le diaphragme ne tend pas suffisamment la trachée et évidemment, par suite, l'air passe moins bien. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement ? Il s'agit d'un traitement qui est proprioceptif et qui va sûrement vous surprendre. Alors, la dysproprioception se traite en posturologie par les petites stimulations. Alors, ça ne vient pas de nulle part, ce sont des études qui ont été faites par les Portugais toujours, et puis en France par Gaget à Paris et Roll à Marseille. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'influence qu'il fallait pour que ce système soit enseigné en faculté de médecine, et encore moins en dentaire. Donc cette dysproprioception se traite par des petites stimulations.
Il s'agit d'un système chaotique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas augmenter la stimulation pour avoir plus d'effets. Au contraire, je dirais, plus la stimulation est faible et plus ça aura d'effets. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc, à quel niveau on va agir? On va agir au niveau de l'œil. Là, ce sont les ophtalmos et les orthoptistes qui vont s'occuper de ça et poser au niveau des lunettes des prismes de petite intensité qui vont être intégrés aux lunettes. Au niveau du pied, c'est classique, ce sont les semelles proprioceptives très peu épaisses. Alors au niveau de la bouche, il faut rendre hommage à Alfredo Marino, c'est un Italien qui a inventé les alphes. Ce sont des petits rajouts de colle que l'on met sur les dents à des endroits bien précis et qui sont repérés en manipulant le tonus du patient par la manœuvre de convergence podale. C'est très difficile à faire, il faut avoir une habitude considérable pour arriver à se rendre compte de la différence entre le tonus à droite, à gauche, etc. Et donc, ce tonus étant très changeant, et en plus, les alphes sont posés par des gens qui ne sont pas dentistes en général, et donc il y a souvent des erreurs, si bien qu'ils tombent souvent, et il faut recommencer sans arrêt. Bref, c'est un peu galère. Donc, nous proposons, nous, d'apporter ces petites stimulations grâce à un appareil d'orthodontie que tout le monde connaît, qui est le système autoligaturant passif. Donc, si je dois résumer en 3 lignes ce que c'est que c'est un système qui adopte des forces très faibles, un glissement maximum et qui permet de faire très peu d'extraction. Ce système permet de se libérer du cycle classique destruction, reconstruction osseuse. Vous savez qu'un mouvement dentaire s'accompagne d'une destruction de l'os alvéolaire en avant du mouvement et d'une reconstruction derrière pour avoir au bout du compte quelque chose d'égal, c'est-à-dire on n'a ni détruit ni créé d'os. Par contre, avec ce système-là, on va créer de l'os. On va créer la langue va se porter sur la région qui est titillée. Alors les Anglais appellent ça, c'est le mouvement de jingle, qui va adopter une position plus haute et plus antérieure. Elle va s'étaler latéralement et créer ainsi une autre forme d'arcade, plus large, qui aura pour effet d'aligner les dents, et cela dans le tonus spécifique de chaque patient. Ce qui est intéressant, c'est que la langue devient son propre appareil fonctionnel. Vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc, personnellement, voilà 20 ans que je ne pose plus d'appareil d'expansion. Alors, comme tout est, il y a eu toujours quelqu'un qui a pensé avant nous. Ici, je vous ai montré une photo avec une perle de Tuca. Alors, le docteur Tuca avait pensé dans les années 70 à mettre une petite perle en arrière des dents afin que l'enfant vienne stimuler la perle avec sa langue et ainsi permettre à sa langue d'adopter une position plus antérieure. C'était très bien vu et très bien pensé. Malheureusement, il manquait l'appareil autoligaturant passif qui n'existait pas à cette époque. Voici 2 schémas qui vous montrent sur la photo de gauche les forces qui s'exercent à l'intérieur et donc vous voyez une force centrifuge. Et du côté droit, vous avez en bleu la quantité d'os alvéolaire qui a été créée par le mouvement dentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme traitement orthodontique? Ça va dépendre de l'âge du patient. Mais bien sûr, comme on a dit depuis ce matin, il y a des constantes. D'abord, il faut une filière nasale libre et indispensable. On a déjà cité Delair ce matin, donc je le recite, parce que pour lui, cette filière, c'est indispensable à la déglution de type arcade serrée. Donc, on va parler hygiène nasale, on va faire les chirurgies ORL, allergologie, anti-inflammatoire, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit. On va lutter contre l'obésité, la sédentarité, l'abus des écrans et pratiquer une frénectomie linguale très souvent, au moins 1 fois sur 3 dans ma pratique quotidienne. Alors, chez l'enfant très jeune qui est en denture lactéale et qu'on ne peut pas appareiller en braquette autoligaturant, on va utiliser l'hygiène nasale
et avec des kinés spécialisés qui vont apprendre aux parents la manière de nettoyer le nez de leur enfant, parce qu'ils ne savent souvent pas le faire. On va faire une kiné linguale et on va faire des exercices respiratoires et diaphragmatiques. Ça, c'est le très jeune enfant. Et en principe, on s'en sert comme ça. Il est rarissime d'avoir affaire à la PPC à cet âge-là. Et puis, on peut utiliser ce petit appareil que vous voyez en bas, qui s'appelle le Frogemos. C'est mon ami le docteur Fellus qui y a pensé. C'est un appareil qui se met sur les lèvres, et donc pas sur les dents, et l'enfant le met quand il regarde la télé, un quart d'heure par jour. Donc ça l'oblige à serrer les dents pour avaler, sinon il bave. Et comme ça l'embête de baver, il serre les dents et il avale correctement. Et ça, disons, il faut répéter ça, mais c'est assez rapide. Si c'est bien fait, on peut avoir des résultats en 3 semaines, un changement de type de déglutition. En denture mixte, on va utiliser le dégainer. C'est un appareil fabuleux qui est constitué de 2 bagues sur les molaires et de 4 braquets incisifs qui sont reliés par un arc recouvert d'un ressort qui est en légère compression, qui isole les dents lactéales des forces jugales. Donc les molaires lactéales ne sont pas équipées, mais vous allez voir qu'elles vont suivre la forme d'arcade initialisée par la langue. Voici un premier cas. C'est une jeune fille donc, qui avait un palais creux, qui avait une endo-alvéolie unilatérale. Vous voyez en bas le résultat à 1 an, avec une arcade dentaire qui a repris forme, la correction de l'endo-alvéolie et la disparition de la fossette, parce que la petite avait un tic de succion et ça lui faisait une fossette qui a donc disparu puisqu'il n'y a plus de tic de succion. Un deuxième cas de trosse sévère. Donc on a une correction de la proalvéolie et de l'endo-alvéolie unilatérale. Donc classique, vous voyez, modification de l'arcade, repositionnement de la langue. Un exemple 3 qui est plus documenté parce que je savais que j'aurais à vous en parler, donc j'ai pris plus de photos. Il s'agit de S que j'ai vue au milieu de l'année dernière. Elle a 9 ans, elle fait 141 cm et elle pèse 41 kg. Et elle a de très nombreux signes de trosse. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a posé un appareil autoligaturant à la fin du mois d'août 2022. Elle a eu un bilan ORL fin 2022 et une adénoamygdalectomie en janvier. Un bilan pulmonaire en mars 23 qui a découvert un asthme avec allergie. Elle est en cours de désensibilisation. Elle a eu un bilan orthoptique et elle porte des prismes intégrés à ses lunettes. Elle a enfin eu un bilan postural avec prescription de semelles proprioceptives et elle fait aussi de la kiné diaphragmatique. Voilà comment c'était avant à gauche et maintenant. Donc avant à gauche, vous voyez, elle était en bout à bout incisif avec quelques dents en endo-alvéolie. Elle avait une hypomaxillie tout simplement, avec une forme d'arcade un peu en lyre, plus affaissée d'un côté. Et vous voyez la modification importante de forme d'arcade, qui est moins creuse, plus large, et l'articulé est passé dans le bon sens. Voici S au bout d'1 an. Il y a des photos en date de 6 semaines à peu près. 6-7 semaines. Vous voyez que au niveau, elle s'est rapprochée de la verticale gravitaire. Elle était un peu penchée vers l'avant. Maintenant, elle est nettement plus droite. Elle a pris 10 cm et 6 kg. Et elle a aussi un visage qui a complètement changé. Alors, j'ai fait des empreintes toujours il y a 6-7 semaines, là, et j'ai trouvé qu'au niveau canin, on avait gagné 6 mm, et au niveau molaire, on a gagné 7 mm. Donc, la pointe de la langue s'est portée vers la région incisive, le corps de la langue s'est porté au palais et épouse le dôme, et la base a déserté le carrefour oropharyngé. Donc, amélioration des 10, amélioration des trosses, amélioration des asymétries posturales par rétablissement des fonctions. Ferrari disait « ce qui est beau fonctionne bien ». Quand vous avez une respiration nasale, une élocution parfaite, une déglutition symétrique, une mastication symétrique et une déglutition parfaite, vous musclez les masséters et vous avez un joli visage.
Le rétablissement des fonctions permet de libérer le reste de la croissance adaptative. Alors, pour terminer, quelques cas en denture définitive rapidement. Là, c'est facile, puisqu'on équipe d'emblée l'arcade en autoligaturant passif. Je vous demande simplement d'observer les importantes modifications de l'étage nasomaxillaire qui se sont produites. Le rempart alvéolaire s'est renforcé, l'état parodontal s'est amélioré, les orifices narinaires et les ailes du nez se sont élargis, le nez est devenu fonctionnel. C'est ce que Dwight Damon appelait « the magic of the middle face ». Alors, un premier cas, une endoalvéolie unilatérale avec une béance. On a juste mis un appareil, on n'a pas fait porter d'élastique intermaxillaire. La langue s'est repositionnée et on a obtenu le résultat que vous voyez, avec un résultat au niveau facial qui est quand même assez intéressant. Un deuxième cas où vous avez un bout à bout incisif, une hypoplasie maxillaire, et pareil, un résultat orthodontique satisfaisant long terme, avec une modification de l'étage moyen de la face. Un troisième cas, toujours pareil, là vous voyez, ça se voit tout de suite qu'elle a un trosse sévère. On a une arcade dentaire qui est allongée et étroite. Donc on a corrigé tout ça, on a modifié la forme d'arcade, la langue est venue épouser le palais, et il reste un petit diastème, mais ça c'est la jeune fille qui disait « Ah non, moi j'y tiens », donc je lui ai laissé son espace pour lui faire plaisir. Et un quatrième cas, un crossbite bilatéral cette fois. Alors là, c'était vraiment très important et je me suis demandé si j'allais pas quand même mettre une expansion. Et puis finalement, j'ai dit, je vais essayer quand même. Et puis bien m'en a pris, puisque sans appareil d'expansion, j'ai réussi à modifier la forme d'arcade et modifier également le bas du visage avec un résultat esthétique et fonctionnel très satisfaisant. Au passage, vous verrez que les arcades dentaires que je vous montre après traitement n'ont pas toutes la même forme. Pourtant, nous mettons exactement les mêmes arcs, avec la même séquence, la même force, tout pareil. Sauf que c'est le tonus du patient qui fait tout. Si cette jeune fille avait un tonus extrêmement important, donc son arcade dentaire est parfaite, allongée, etc., mais elle est plutôt allongée par rapport à celle que je vous ai montrée avant. Donc ça dépendait parce qu'elle a naturellement un tonus musculaire assez fort. Et un dernier cas que je vous ai mis, c'est pas spectaculaire, mais vous voyez, cette jeune fille avait une arcade dentaire supérieure, toujours pareil, une petite hypomaxillie, une déviation des milieux avec une classe 2, c'est-à-dire un articulé inversé d'un côté et pas de l'autre. Et surtout, je voulais vous montrer parce que à cette époque-là, je ne faisais pas de posturo, donc je n'ai pas compris ce que j'avais fait. Mais moi, je me suis contenté de lui mettre son appareil d'orthodontie. Elle est arrivée au cabinet dans un corset de Milwaukee pour une scoliose sévère. Et au bout de 6 mois, elle a dit à sa maman, tu sais, je ne mets plus mon corset, j'ai plus mal. Je me suis dit, est-ce que je me suis posé la question pendant des années pour savoir si j'y étais pour quelque chose. Et c'est en partie ce cas-là qui fait que je continue à travailler à l'âge où je devrais goûter une retraite paisible. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, il faut que j'aille au bout du problème. Donc, sur ces exemples, vous avez vu des formes d'arcade différentes. Ce que je disais, que nous avons travaillé dans le tonus. Si la déglutition est devenue de type sujet denté, c'est-à-dire de type arcade serrée, langue au palais, à ce moment-là, vous pouvez être certain que votre traitement orthodontique sera stable et qu'il n'y aura pas besoin de faire des contentions pour des durées indéterminées. Alors, bien sûr, il faut faire aussi des thérapeutiques complémentaires, une rééducation musculaire de la langue, rééducation des fonctions quand il faut, mais c'est très rare, rééducation diaphragmatique, toujours presque, rééducation proprioceptive éventuellement en conseillant des sports appropriés, et notamment la reconnaissance d'objets dans la bouche, aussi de la psychothérapie, parce que
Depuis le Covid, j'ai constaté une recrudescence des enfants perturbés au point de vue psychique et ils ont tous besoin d'un soutien, à mon avis. Donc, le traitement proprioceptif a permis un repositionnement de la langue au palais. Ce faisant, elle a libéré le carrefour oropharyngé, ce qui a contribué à améliorer les trosses, mais aussi un rééquilibrage tonique des muscles, et notamment du génioglosse, qui va permettre de réhabiliter le réflexe protecteur et d'éviter les micro-éveils. Et je vous remercie de m'avoir écouté.